Je m'appelle Nola Flor, j'ai 32 ans, et je suis commandante dans les Navy SEALs des États-Unis. Le jour de mon mariage, dans une église historique de Virginie, devant 142 invités, les 3 premières rangées, celles décorées de rubans blancs et réservées à la famille, étaient vides. Mon père, ma mère et mon frère, pas un seul n'est venu. Ce fut l'humiliation la plus absolue, et la plus publique. Quand j'ai appelé mon frère en désespoir de cause, le seul SMS que j'ai reçu en retour disait « N'attends pas grand-chose de nous ». Il pensait que cette absence me briserait, que je me mettrais à genoux, et que je les supplierais. Il ne savait pas qu'en ne se présentant pas, il venait de me remettre la clé de ma propre liberté. Si vous regardez ceci, faites-moi savoir d'où vous venez dans les commentaires. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, si vous avez déjà été traité comme un étranger par les personnes que vous aimez le plus, lors des jours les plus importants de votre vie. Le silence de l'autre côté de ces lourdes portes d'église était plus assourdissant que n'importe quelle explosion que j'ai jamais vécue. Je me tenais dans le vestibule de cette vieille et magnifique église épiscopale de Norfolk, l'air lourd, imprégné du parfum des lys et de la vieille cire. Par l'entrebâillement de la porte, je pouvais les voir, ces 142 invités. Mon regard a balayé la foule, reconnaissant des visages qui avaient traversé l'enfer avec moi. Mon équipe de Coronado, stoïques sur leurs chaises, mon état-major de la base navale de Norfolk, des officiers dans leurs uniformes de cérémonie immaculés, et puis, eux. Les 3 premiers bancs du côté de la mariée, vides. D'un vide absolu, agressif. Les placeurs avaient tout de même mis les rubans de soie blanche aux extrémités, exactement comme nous l'avions prévu. Maintenant, il ressemblait moins à une décoration, et davantage à un ruban de police délimitant le néant. Mon estomac s'est noué. C'était le moment. J'ai pris une grande inspiration, la même respiration diaphragmatique mesurée que je prends, juste avant de sauter de la soute d'un C-130 dans l'obscurité. Mais ici, c'était différent. Quand vous sautez d'un avion, vous faites confiance à votre parachute, vous faites confiance à votre entraînement. Ici, mon parachute venait d'être réduit en lambeaux. Ce saut me semblait infiniment plus effrayant. La musique a commencé. Les accords profonds et résonnants des orgues ont signalé qu'il était temps. Il n'y avait pas de bras paternel à prendre, pas de patriarche fier pour m'accompagner jusqu'à l'hôtel, juste moi. J'ai poussé la porte. Le bruit de mes propres talons sur le sol en marbre était assourdissant. Clic, clac, clic, clac. Ce n'était pas une procession. C'était une marche, solitaire et déterminée. Je sentais les yeux de chaque invité posés sur moi, leur sourire poli se figeant, leur tête s'inclinant d'incompréhension, et puis, de pitié. C'était ça le pire, la pitié. J'ai gardé le menton haut, les épaules en arrière, et mon entraînement a pris le dessus. Ne leur montrez jamais qu'ils vous ont atteinte. J'ai fixé le bout de l'allée, sur David. Il se tenait là, si beau dans son smoking, les yeux plongés dans les miens. Il a souri, un vrai sourire, solide. Mais je connaissais son visage mieux que le mien. J'ai vu la douleur dans ses yeux, pas pour lui-même, mais pour moi. Il n'était pas gêné, il avait le cœur brisé pour moi. Il savait exactement ce que ce rejet public me coûtait. Je l'ai enfin rejoint. Il a pris ma main. L'aumônier de la marine, un homme qui avait connu le combat et comprenait le sacrifice, a commencé à parler. Il a parlé de loyauté, d'endurance, et d'engagement face à l'adversité. J'ai failli rire, un rire amer et silencieux, qui est mort dans ma gorge. J'avais juré loyauté à mon pays, j'avais enduré la semaine de l'enfer, et maintenant, je jurais loyauté à David. Mais le pacte de sang, celui dans lequel j'étais né, où était-il? David a serré ma main, alors que nous nous préparions à prononcer nos vœux. Sa main était si chaude, si stable, une force d'ancrage. Je suis là, a-t-il chuchoté, si bas que moi seul pouvais l'entendre. Et à ce moment-là, c'était la seule vérité qui comptait. Je le veux, ai-je dit, d'une voix claire et assurée. Elle n'a même pas tremblé. J'ai retenu mes larmes. Non pas parce que j'étais forte, mais à cause de la discipline militaire rigide. Vous ne craquez pas. Vous ne pleurez pas, quand vous avez froid, que vous êtes épuisé, ou affamé. Et vous ne pleurez absolument pas, devant vos subordonnés. Mon équipe était au 4e rang. J'étais leur commandante. Je ne voulais pas, je ne pouvais pas, m'effondrer. J'étais un SEAL, j'allais accomplir la mission. Et cette cérémonie était maintenant officiellement une mission. La réception s'est tenue dans un lieu magnifique,
surplombant le port de Norfolk. Le soleil se couchait, projetant une lumière dorée sur l'eau, où l'on pouvait voir les coques grises des destroyers amarrés à la base navale. Ma nouvelle famille, la famille de David, était merveilleuse. Ses tantes et oncles de l'Ohio et de Pennsylvanie, tout en sourires chaleureux et en poignées de main vigoureuses, m'ont accueilli. La mère de David, l'exemple parfait de cette gentillesse inébranlable du Midwest et des bons petits plats, m'a serré dans ses bras, d'une étreinte douce et forte. Elle sentait le Chanel numéro 5. « Tu nous as maintenant, Nola » a-t-elle murmuré, en me tapotant le dos. « Tu es notre fille maintenant. » C'était une femme merveilleuse, une mère parfaite, et elle ne se doutait pas que ces mots, prononcés avec un amour si pur et inconditionnel, faisaient l'effet d'un couteau qu'on tourne dans mon ventre. J'étais censé avoir déjà une famille. Sa gentillesse n'a fait qu'amplifier ce que j'avais perdu. Elle a mis en lumière le vide béant, que ma propre mère, que mon propre père, avait laissé. J'ai passé les 2 heures suivantes à sourire. J'ai souri si fort, que j'en avais mal au visage. J'ai remercié les gens d'être venus, j'ai ri au discours du témoin. J'ai dansé ma première danse avec David, posant ma tête sur sa poitrine, essayant juste de respirer. Mais une partie de moi n'était pas là. Une petite partie de moi, stupide et enfantine, continuait de jeter un coup d'œil à l'entrée principale, chaque fois que les portes s'ouvraient. J'espérais encore. J'espérais que mon père apparaîtrait, l'air agité, tenant un trousseau de clés, et accusant la circulation sur l'IE 64. J'espérais que ma mère se précipiterait derrière lui, en s'excusant. J'espérais n'importe quelle excuse, un pneu crevé, une urgence médicale, n'importe quoi, qui donnerait un sens à tout cela. Mais ils ne sont jamais venus. Les portes ne s'ouvraient que pour les serveurs portant des plateaux de champagne, et pour les invités quittant la soirée. L'espoir mourait un peu plus, à chaque heure qui passait. Plus tard dans la nuit, nous étions dans la suite de l'hôtel. Elle surplombait le port, les lumières de la ville, et la base navale qui scintillait sur l'eau sombre. C'était censé être la nuit la plus romantique de ma vie. Mon téléphone était sur la table de nuit, l'écran noir. Je l'ai vérifié de manière obsessionnelle. Pas un appel manqué, pas un SMS, pas de félicitations, pas de « nous sommes désolés », pas même un « comment oses-tu » plein de colère. Rien. Le vide, était le message. Je me tenais près de la fenêtre, tournant le dos à David, regardant la silhouette de l'USS Wisconsin. J'ai senti qu'il s'approchait derrière moi. Il n'a pas essayé de m'embrasser ou d'être romantique. Il a simplement passé ses bras autour de ma taille, et a posé son menton sur mon épaule, me soutenant fermement. Nous sommes restés en silence pendant un long moment. « Tu n'as plus besoin d'attendre, Nola » a-t-il dit doucement, sa voix vibrant à travers moi. « Tu peux arrêter de vérifier ton téléphone. » Je me suis tendu, il savait. « La famille, ce ne sont pas les gens qui sont censés être là, » a-t-il continué, resserrant légèrement son étreinte. « Ce sont les gens qui le sont. » Je me suis tourné dans ses bras, et j'ai enfoui mon visage dans sa poitrine. Il m'a simplement tenu. Il était mon ancre. Il était la seule chose solide, dans un monde qui venait de se dissoudre. J'ai réussi à lui esquisser un petit sourire. Je l'ai embrassé. Je lui ai dit que je l'aimais. Mais plus tard, beaucoup plus tard, quand sa respiration était profonde et régulière, et que j'ai su qu'il dormait, je me suis glissé hors du lit. Je suis allé dans la froide salle de bain en marbre, et j'ai verrouillé la porte. J'ai ouvert le robinet du lavabo, laissant l'eau couler à flot, juste pour couvrir le bruit. Et puis, j'ai glissé le long du mur, je me suis assise sur le carrelage, et j'ai fini, finalement, par craquer. J'ai pressé mon poing contre ma bouche, et j'ai sangloté, essayant de ne faire aucun bruit. Ce n'étaient pas de belles larmes. C'était ce genre de pleurs laids, silencieux, et déchirants, qui vous détruisent de l'intérieur. Tout mon entraînement, toute ma discipline, tous les murs que j'avais construits, tout s'est effondré. La douleur était aiguë, pire que tout ce que j'avais jamais ressenti. Pire que le froid du Pacifique pendant le BUDS, pire que l'épuisement de la semaine de l'enfer. Parce que ça, c'était une douleur qui avait un but, une douleur qui vous forgeait. Ceci, c'était une douleur qui ne faisait que détruire. Le soleil s'est levé le lendemain matin sur le port, se moquant de moi avec sa gaieté. Le silence affreux et écrasant de la nuit précédente, m'avait suivi dans la lumière du jour. David et moi étions sur le balcon de l'hôtel, essayant de faire semblant, essayant de sauver quelque chose d'une lune de miel. Nous sirotions notre café,
sans vraiment le goûter, l'air entre nous étant encore lourd de non-dit. Mon téléphone, qui avait été une brique noire, lourde et silencieuse toute la nuit, était sur la table entre nous. Et puis, il a sonné. Le son était si fort dans le calme du matin, qu'il m'a fait sursauter. Mon cœur a fait un bond, plein d'un espoir stupide. Peut-être, juste peut-être, qu'ils sont désolés. Peut-être qu'ils se sont réveillés, et ont réalisé ce qu'ils avaient fait. J'ai pris le téléphone. L'espoir s'est évanoui, remplacé par une peur froide et familière. C'était de mon père. Il n'y avait pas de félicitations. Pas de « je suis désolé qu'on l'ait raté ». Pas de « est-ce que tu vas bien ?» C'était un SMS qui disait « Nous aurons besoin de 8400 € pour le mariage de ton frère. Tu as toujours été celle qui est responsable. » Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. L'audace de la chose, le culot froid et transactionnel de son message, m'a coupé le souffle. Il n'avait pas seulement ignoré mon mariage. Il était maintenant, moins de 24 heures plus tard, en train de me facturer celui de mon frère, le fils prodige. Il utilisait mon seul compliment, responsable, comme une arme pour me manipuler. J'ai tendu le téléphone à David, sans dire un mot. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait. Sa mâchoire s'est contractée, et un muscle que je n'avais jamais vu auparavant a tressailli. Son expression s'est durcie. « Ne réponds pas à ça, Nola », a-t-il dit, d'une voix dangereusement calme. N'entre même pas dans son jeu, supprime-le, simplement. Il avait raison, bien sûr. C'était la réponse logique, saine. Mais en regardant le message, quelque chose en moi, quelque chose qui avait été réprimé pendant 20 ans, s'est finalement brisé. Non, ai-je dit. Ma voix était calme, froide. J'ai repris le téléphone de ses mains, j'ai ouvert mon application bancaire. Nola, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai ignoré. J'ai tapé le numéro de compte de mon père, que je connaissais encore par cœur. J'ai tapé le montant, 1 €. Dans la ligne de motifs, j'ai tapé « Bonne chance ». J'ai appuyé sur Envoyer. J'ai regardé l'écran de confirmation apparaître, puis je suis allé dans ses contacts, j'ai fait défiler jusqu'en bas, et j'ai appuyé sur Bloquer cet appelant. C'est fait, ai-je dit. J'ai pris une gorgée de mon café. C'était la première fois en 24 heures, que je pouvais vraiment le goûter. Pourquoi l'ai-je fait? Pourquoi ce seul euro? Parce que ces 8400 €, ce n'était pas une question d'argent. Il n'a jamais été question d'argent. C'était une question de contrôle. C'était le même contrôle qu'il avait exercé sur moi, toute ma vie. C'était le même contrôle que lorsque j'avais 17 ans. J'avais économisé tout l'été, en travaillant au comptoir collant et parfumé du Dairy Queen local, pour m'acheter ma propre robe de bal. C'était une simple robe bleu marine, mais je l'avais méritée, et je l'adorais. Je suis descendu, mon cavalier, un gamin gentil et nerveux de ma classe de physique, m'attendait à la porte. Mon père, le directeur d'école, m'a regardé de la tête aux pieds, la lèvre retroussée, de cette manière qui me nouait toujours l'estomac. « Tu ne vas nulle part », a-t-il dit, d'une voix sans appel. « Quoi? Pourquoi? Tu fais vulgaire », a-t-il dit, assez fort pour que mon cavalier l'entende. Et ce garçon, a-t-il ajouté, le désignant d'un geste dédaigneux de la main, n'est pas digne de cette famille. Retourne dans ta chambre. Ce n'était pas une discussion. C'était un verdict. Je me suis retourné, le visage brûlant d'une humiliation si profonde, qu'elle piquait plus qu'une gifle. J'ai couru me réfugier à l'étage et j'ai pleuré toute la nuit, en écoutant le bruit de mon jeune frère, l'enfant gâté, qu'on autorisait à prendre la voiture pour aller à une fête, même s'il n'avait pas pris la peine de faire ses devoirs. J'étais vulgaire, il était en or. C'était la règle. C'était ce même contrôle, lors de ma dernière année de lycée. Mon seul rêve, la seule chose que je voulais, c'était d'entrer à l'Académie navale des États-Unis à Annapolis. C'était mon échappatoire. C'était mon avenir. J'ai travaillé comme une acharnée, j'ai eu les notes, les recommandations, les scores sportifs. J'ai postulé, et puis, j'ai attendu. Avril est arrivé et reparti. Mais je vérifiais la boîte aux lettres tous les jours, le cœur battant, attendant cette grande enveloppe à l'aspect officiel. Rien, juste des prospectus, et les magazines de ma mère. Ce n'est qu'en juillet, bien après avoir abandonné et m'être résigné à aller dans une université communautaire locale, que je l'ai trouvé.
Je nettoyais le bureau de mon père à la maison, une tâche qu'il m'assignait chaque été. Glissé sous une pile de vieux papiers financiers, j'ai vu l'emblème distinctif de l'Académie navale. C'était ma lettre d'acceptation, et elle avait été ouverte. Je l'ai confronté, la lettre tremblant dans ma main. Tu m'as caché ça. Il n'a même pas eu la décence d'avoir l'air honteux. Il a juste ajusté ses lunettes, me regardant comme si j'étais une élève difficile. Je te protégeais, a-t-il dit calmement. L'armée n'est pas un endroit pour une femme, surtout pas pour ma fille. C'est un milieu sans raffinement. Tu ne m'as pas protégé, ai-je murmuré, la rage me faisant trembler. Tu m'as saboté. Il a juste haussé les épaules. Tu me remercieras un jour. Maintenant, va finir de passer l'aspirateur. Il ne m'avait pas protégé. Il voulait me contrôler. Il voulait me garder à Richmond, sous sa coupe, où il pourrait dicter ma vie. J'ai dû aller à l'université communautaire pendant une année entière, avant de pouvoir postuler à nouveau, et finalement, m'en sortir. Il n'a jamais, au grand jamais, admis ce qu'il avait fait, et il ne m'a jamais pardonné d'être parti. Des années plus tard, quand j'ai obtenu mon diplôme du BUDES à Coronado, quand je suis devenue l'une des 3 premières femmes à réussir l'entraînement des SEALS, j'ai envoyé une photo à la maison. Moi, épuisée, couverte de sable, mais souriante, portant mon uniforme. Ma mère m'a appelé, sa voix n'étant qu'un murmure nerveux, comme toujours. J'ai bien reçu la photo, ma chérie. Elle est belle. Est-ce que papa l'a vue, ai-je demandé. Un silence. Oui, il a juste dit de te dire de ne pas prendre la grosse tête. Ne pas prendre la grosse tête. L'un des accomplissements les plus difficiles de toute l'armée américaine. Et c'est ce qu'il a dit. Mais quand mon frère, mon cher frère, a finalement obtenu son diplôme universitaire après 6 ans, 3 écoles différentes, et 2 arrestations pour conduite en état d'ivresse que mon père a étouffé discrètement, il lui a organisé une fête immense. Un chapiteau sur la pelouse, un traiteur du country club, la moitié de Richmond invité à célébrer. Mon père a porté un toast à la persévérance de son fils. Mes réussites étaient toujours minimisées, parce qu'elles exposaient les échecs de mon frère. Mon succès était un miroir, qu'il refusait de regarder. Alors, vous voyez, ce euro que j'ai envoyé, n'était pas juste un euro. Si vous vous êtes déjà senti ainsi, si vous avez déjà vu vos plus grands accomplissements balayés d'un revers de main, ou si on vous a dit, ne prends pas la grosse tête, alors que vous vouliez juste entendre je suis fier de toi, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime pour montrer votre soutien. Et si cela vous semble familier, commentez simplement je te vois ci-dessous, parce que moi, je vous vois. Ce euro. C'était 20 ans à être saboté, pour mon propre bien. C'était 20 ans à être celle qui est responsable, dont on attendait qu'elle nettoie chaque désordre, et paie pour chaque erreur, pendant que le fils prodigue avait droit à la fête. Ce euro, c'était 20 ans de ressentiment, concentré dans un seul bonne chance au numérique. C'était moi, finalement, après 32 ans, qui disait « j'ai fini ». Le transfert du euro et le blocage, semblaient décisifs. Ça semblait définitif. Pendant environ une semaine, il y a eu la paix. Un silence froid, vide, et béni. C'était la première fois de ma vie que je n'étais pas préparé pour le prochain texto, la prochaine critique, la prochaine exigence. Mais le silence a commencé à paraître artificiel, comme le calme plat dans l'air, juste avant une explosion. Dans un moment de faiblesse, un moment de cette vieille culpabilité ancrée, j'ai fait une erreur. Je me suis dit que j'étais peut-être allé trop loin. Peut-être qu'il est juste un vieil homme. Et s'il fait une crise cardiaque, et qu'il ne peut pas me joindre? Alors, j'ai débloqué son numéro. Ce fut une erreur tactique colossale. Les messages ont afflué instantanément, comme s'il était assis là, à attendre. Il n'était plus manipulateur, c'était de la rage pure et brute. Tu te crois intelligente? Espèce de petite fille mesquine. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Tu es une honte. Arrête de déshonorer cette famille, Nola. Mes doigts survolaient le clavier, mes pouces démangeaient de riposter, de lister chaque tort, chaque affront, chaque lettre cachée et chaque balle de promo gâchée, mais je me suis arrêté. Je me suis souvenu des mots de mon premier instructeur Sila Coronado, un homme qui semblait taillé dans le granit. Il nous a dit pendant la semaine de l'enfer, messieurs, et madame, ne laissez jamais, au grand jamais, l'ennemi connaître votre état émotionnel.
Le silence est la plus grande réponse au manque de respect. Ça les rend fous. Alors, je m'en suis tenue à mon entraînement. Je suis restée silencieuse. Je n'ai répondu à aucun texto. Je les ai simplement lus, j'ai laissé le venin piquer, puis je les ai supprimés, un par un. Mais mon instructeur avait raison, cela a rendu mon père fou. Mon silence était une nouvelle frontière qu'il ne pouvait pas franchir, et ça le rendait furieux. Sa réponse a été l'escalade. Il ne pouvait pas m'atteindre par téléphone, alors il a décidé de m'atteindre en personne. Quelques semaines plus tard, j'étais dans mon bureau sur la base de Norfolk, en train de revoir la logistique de déploiement. Ma porte était ouverte. Mon officier en second, le chef Ramos, a frappé sur le cadre. « Commandante, vous avez une minute ?»« Bien sûr, chef. »« Qu'y a-t-il » Ramos est entré, mais il avait l'air mal à l'aise. C'était un opérateur solide, un homme à qui je confierais ma vie, et il s'agitait, évitant le contact visuel. « C'est. »« Eh bien, c'est un peu bizarre, commandante. »« Allez-y, chef, ai-je dit, en m'adossant à ma chaise. J'étais au restaurant ce matin, celui juste à l'extérieur de la base, près de la porte 4, celui où nous allons tous. J'ai hoché la tête, je le connaissais bien. Gras, café terrible, mais c'était notre endroit. J'ai vu votre père, commandante. Mon sang s'est glacé. Mon père, à Norfolk? Oui, commandante. Il était assis au comptoir. Il a commencé à me parler. J'étais en civil, mais il a dû me reconnaître, d'après, je ne sais pas, une photo ou quelque chose. Il a commencé à poser des questions sur vous. Un frisson de glace m'a parcouru la colonne vertébrale. Quel genre de questions? Ramos a regardé ses pieds. Il demandait où vous travailliez sur la base, dans quel bâtiment. Il a posé des questions sur vos horaires, quand vous arriviez et partiez. Commandante, il posait des questions sur votre emploi du temps. L'air a quitté la pièce. C'était la base navale de Norfolk. Vous ne posez pas de questions sur les horaires d'entrée et de sortie d'un commandant SEAL. Vous ne fouillez pas pour obtenir ce genre d'informations. C'est une faille de sécurité. J'ai gardé ma voix parfaitement neutre. Et que lui avez-vous dit, chef? Je lui ai dit que ces informations étaient confidentielles, chef. Je lui ai dit que je n'étais pas autorisé à discuter des opérations du commandement. Il n'a pas aimé ça. Il m'a traité de bon à rien, et il est parti. Ramos m'a regardé, les yeux pleins d'inquiétude. Commandante, est-ce que tout va bien? C'est juste que. Ça semblait louche. Tout va bien, chef. Vous avez parfaitement géré ça. Merci de m'avoir prévenu. C'est tout. Il a hoché la tête, oui, commandante, et est parti, fermant la porte derrière lui. À la seconde où le loquet s'est enclenché, j'ai pris ma tête entre mes mains. Il était là. Il ne se contentait pas d'envoyer des textos, il était là. Il avait fait les 3 heures de route depuis Richmond jusqu'à Norfolk. Il n'essayait pas seulement de m'irriter, il me traquait. Norfolk, c'était ma ville. La base, c'était mon sanctuaire. Ce bureau était le seul endroit sur Terre où j'avais le contrôle total, où mon autorité était absolue. C'était mon territoire, et il venait de l'envahir. Il était venu ici, avait trouvé mon subordonné, et avait commencé à creuser pour obtenir des informations. À cet instant, il m'avait transformé pour redevenir cette jeune fille effrayée de 17 ans dans sa robe de bal, celle dont il pouvait contrôler la vie d'une seule phrase méprisante. Je me sentais soudain exposé, en danger. Cette nuit-là, je suis rentré à la maison auprès de David, et j'ai essayé de faire comme si tout était normal, mais le moindre bruit me faisait sursauter, le bruit sourd du journal du soir tombant sur le porche, une portière de voiture claquant dans la rue. David m'a trouvé tard dans la nuit, marchant dans la maison plongée dans le noir. « Qu'est-ce que tu fais, Nola ?» Je vérifiais le verrou de la porte d'entrée pour la 3e fois. Il a vu l'expression de mon visage. « C'est lui, n'est-ce pas? Qu'a-t-il fait ?» Je lui ai raconté pour le chef Ramos, pour le restaurant. Le visage de David s'est durci. « Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Sérieusement, essaie-t-il de t'obliger à lui donner cet argent? » J'ai secoué la tête, une réalisation terrible et glaciale s'imposant à moi. Non, ai-je dit, ma voix n'étant guère plus qu'un murmure. Tu ne comprends toujours pas, David.
Il n'a pas besoin d'argent. Il est directeur d'une école privée prestigieuse. De l'argent, il en a. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai regardé la serrure de ma porte, celle que je trouvais soudainement complètement inutile. Il veut le contrôle, ai-je dit. Il l'a eu pendant 32 ans, et je viens de le lui reprendre. Il est là pour le récupérer. Les SMS ont cessé après ça. Le silence qui a suivi, a été encore pire. Puis, environ une semaine plus tard, la lettre est arrivée. Elle n'est pas arrivée chez moi, elle est arrivée à mon bureau. Elle est passée par le système de courrier officiel de la base, a été acheminée par la salle de tri sécurisée, et livrée sur mon bureau par un jeune soldat. C'était une simple enveloppe de couleur crème. Mon nom et mon grade étaient écrits sur le devant, avec l'écriture familière et sévère de mon père, incliné vers la gauche, commandante Nola Flore, base navale, Norfolk. Mes mains tremblaient. J'ai attendu d'être seul. Puis, j'ai glissé mon couteau réglementaire sous le rabat. Ce n'était pas une lettre, c'était une seule page. Pas de « Cher Nola ». Pas de date, pas de salutation. Il était juste écrit « Nola, tu as oublié d'où tu viens. Tu penses que tu vaux mieux que nous. Ce n'est pas le cas. Tu n'es que cette même fille ingrate et difficile que tu as toujours été. Tu mourras seul, avec tes médailles. C'est ça, ton avenir. » Pas de signature, pas de formule de politesse. C'était une malédiction. Je l'ai lu une fois, puis deux. Je ne l'ai pas brûlé, je ne l'ai pas déchiré. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à mon bureau, et j'ai ouvert le tiroir supérieur droit. J'ai mis la lettre à l'intérieur. Ma hand a effleuré le poids froid et rassurant de mon pistolet de service. J'ai placé la lettre juste en dessous. Ce n'était plus un problème familial, ce n'était plus une lettre. C'était une menace. Je ne pouvais pas dormir. La menace, désormais physique, et assise dans le tiroir de mon bureau, était comme un fantôme dans la maison. Elle me suivait de pièce en pièce. Chaque ombre semblait plus sombre. Chaque grincement de plancher résonnait comme un intrus. L'adrénaline qui avait monté quand j'avais lu la lettre pour la première fois, avait depuis longtemps disparu, remplacée par une anxiété froide et rongeante. Il était 2 heures du matin. David dormait, mais mon esprit tournait à toute vitesse, repassant en boucle les mots de mon père, « Tu mourras seul avec tes médailles. » Je me suis levé, mes pieds silencieux sur le parquet froid, et je suis allé dans la cuisine. Je me suis assise à la table dans le noir, le dos au mur, une habitude que je n'ai jamais pu perdre. Et j'ai fait la seule chose que mon entraînement m'ait jamais appris à faire, quand j'étais soumise à un stress extrême, j'ai commencé à nettoyer mon pistolet de service. Je l'avais déjà démonté 2 fois cette semaine-là. Il était immaculé. Mais le rituel, le clic familier de la glissière, l'odeur du solvant de nettoyage, les mouvements mécaniques précis, c'était une méditation. C'était la seule chose qui rendait mes mains stables. J'étais tellement concentré sur le remontage de la glissière, que je n'ai pas entendu David, jusqu'à ce qu'il soit juste là. Il n'a pas allumé la lumière, ce dont je lui étais reconnaissante. La lueur crue du plafonnier aurait ressemblé à un interrogatoire. À la place, il a simplement tiré la chaise en face de moi, et s'est assis dans le noir. La seule lumière provenait de la petite horloge du four, projetant une lueur verte pâle sur les pièces de mon arme étalées sur la table. Il est resté assis en silence pendant un long moment, regardant simplement mes mains travailler. « Qu'est-ce que tu fais, Nola ?» a-t-il fini par demander, d'une voix douce, sans reproche. « Je nettoie mon arme », ai-je dit, d'une voix neutre. Il a laissé échapper un long et lent soupir. « Non », a-t-il dit doucement. « Tu ne le fais pas. Tu te prépares au combat. Tu es en mode SEAL. » Je me suis arrêté, ma main planant au-dessus du canon. Il s'est penché en avant, les coudes sur la table, en faisant attention à éviter le solvant. « Tu n'es pas obligé de faire ça. Ce n'est pas une guerre que l'on mène avec ça. » Je l'ai regardé, l'anxiété se fissurant soudainement, laissant l'épuisement s'infiltrer. Il me traque, David. Il est venu sur ma base. Il a envoyé une menace à mon bureau. Qu'est-ce que je suis censé faire? David a regardé les pièces de l'arme, puis est revenu à moi. Tu es l'être humain le plus discipliné que j'ai jamais rencontré. Tu t'es purgé de chaque faiblesse civile, pour devenir qui tu es. Où veux-tu en venir? Mon point est, a-t-il dit, sa voix pleine d'une clarté profonde et bouleversante,
que tu t'es purgé de tout, sauf de lui. Tu n'es plus sa fille de 17 ans, Nola, mais tu es toujours son soldat. Tu es toujours au garde à vous, attendant juste sa prochaine inspection. Ce mot, purger, m'a terrassé. Il avait raison. Oh mon Dieu, il avait tellement raison. Toute ma vie, j'avais été formé par deux forces opposées, la marine américaine, et mon père. La marine m'avait entraîné à être autonome, à diriger, à commander. Mon père m'avait entraîné, pendant 18 ans avant cela, à saluer, à obéir, à anticiper ses humeurs, à accepter ses verdicts. Et face à sa menace, je n'avais pas réagi comme une commandante. J'avais réagi comme son soldat, revenant à mon entraînement le plus ancien et le plus profond. Nettoie ton arme. Prépare-toi à l'impact. Alors, qu'est-ce que je fais, ai-je murmuré, ma voix se brisant enfin. La question semblait immense, sans fond. Comment je me purge de lui? David a tendu la main à travers la table et a posé la sienne sur la mienne, sa peau chaude contre mes doigts froids. Tu es une commandante, a-t-il dit, comme si c'était le fait le plus simple et le plus évident au monde. Les commandants ne demandent pas le respect, Nola. Ils l'imposent. Ils fixent les règles d'engagement, même avec eux-mêmes. Il a plongé ses yeux dans les miens. Il est temps que tu te donnes l'ordre de trouver la paix. Des larmes, dont je ne soupçonnais même pas l'existence, ont monté et débordé. Il m'offrait une encre, un nouveau cadre pour un combat que je ne savais pas comment gagner. Il a tendu son autre main, et a doucement essuyé une larme de ma joue avec son pouce. Il m'a tendu un essuie-tout du comptoir, et il a ajouté, un petit sourire fatigué jouant sur ses lèvres, « S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, arrête de nettoyer tes armes dans la cuisine. Ça me fiche la trouille. » J'ai laissé échapper un rire étouffé, plein de larmes. C'était la première fois que je riais depuis des semaines. David m'avait donné le pourquoi, mais j'avais encore besoin du comment. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec l'aumônier de la base. Mon aumônier n'était pas un homme tendre. C'était un ancien marine dur à cuire, qui avait fait 2 déploiements à Fallujah, avant de trouver Dieu. C'était le genre d'homme qui comprenait que certains démons sont réels. Son bureau était simple, pragmatique, décoré d'un peu plus qu'un drapeau américain et d'une simple croix. Aumônier, ai-je commencé, m'asseyant raidement sur la chaise en face de son bureau. J'ai un problème familial. Il a levé la main, m'arrêtant avant même que je puisse continuer. Commandante, a-t-il dit, de sa voix grave de baryton. La famille est le combat le plus dur qui soit. C'est celui pour lequel on ne nous fournit pas d'armure. Il s'est penché en avant, son expression gentille mais intense. Nous sommes entraînés pour combattre l'ennemi de l'extérieur, pas l'ennemi de l'intérieur. Et certainement pas, l'ennemi qui était autrefois à l'intérieur. Cette seule phrase, l'ennemi qui était autrefois à l'intérieur. Il avait compris. Il a compris instantanément. Je lui ai tout raconté. Je lui ai parlé des bancs vides à mon mariage, du SMS des 8400 €, de la réponse à 1 euro, de mon père se pointant au restaurant. Et enfin, je lui ai parlé de la lettre, celle qui reposait maintenant dans mon bureau, sous mon pistolet. Il a écouté, les mains jointes, hochant lentement la tête. Il n'était pas choqué, il n'était pas horrifié. Il écoutait, tout simplement. Quand j'ai eu fini, le silence dans la pièce m'a semblé lourd. Dieu donne ses batailles les plus dures à ses soldats les plus forts, commandante Flore, a-t-il dit finalement. Mais vous essayez de gagner la mauvaise guerre. Comment ça, monsieur? Vous vous battez pour qu'il voie la vérité. Vous vous battez pour obtenir des excuses. Vous vous battez pour que, enfin, juste une fois, ils vous regardent et disent, tu avais raison, Nola. J'avais tort. Je suis fier de toi. Je l'ai juste dévisagé. Il venait de lire au plus profond de mon âme. Oui, ai-je admis, d'une petite voix. Je suppose que c'est ça. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. L'aumônier a secoué lentement la tête, une triste sagesse dans les yeux. Il ne le fera jamais. Sa fierté ne le lui permettra pas. Et vous allez vous briser sur les rochers de cette attente. Alors, je perds, tout simplement. Le mot avait un goût de cendre. Non, a dit l'aumônier en se penchant. Vous gagnez. Oh, vous allez gagner, commandante. Comment? Il a souri, un petit sourire dur. Vous gagnerez le jour où vous n'aurez plus besoin qu'il comprenne.
vous gagnerez le jour où son approbation ne signifiera plus rien pour vous, d'une manière ou d'une autre. La victoire, ce n'est pas de l'obliger à s'excuser. La victoire, c'est quand vous réalisez que vous n'avez pas besoin qu'il le fasse. Cette phrase m'a libéré, plus que n'importe quel ordre que j'ai jamais reçu. Je suis sorti de son bureau avec de nouveaux ordres. David m'avait donné le diagnostic, j'étais encore le soldat de mon père. L'aumônier m'avait donné le nouvel objectif de la mission, la victoire n'était pas le but, c'était la survie de mon propre cœur. La clarté que j'avais acquise grâce à David et à l'aumônier, m'a fait l'effet d'une nouvelle armure. J'avais une mission, protéger ma propre paix. J'avais une nouvelle compréhension, je ne me battais plus pour être comprise. Je me sentais calme. Je me sentais solide. Mais la paix que j'avais trouvée intérieurement, n'était pas une paix que l'ennemi de l'extérieur était prêt à accepter. Mon père, ayant échoué à m'intimider sur ma base d'attache, ayant échoué à me briser avec une menace écrite directe, a changé de stratégie. Il ne pouvait pas gagner un combat frontal, alors il a fait ce que font tous les tyrans en déroute. Il a battu en retraite, et a lancé une guerre sociale. Il a activé ses sbires. Ça a commencé subtilement. Je faisais défiler mon fil Facebook un soir, un rare moment de répit, et j'ai vu une publication d'un cousin resté à Richmond. C'était juste un message générique, je viens de me désabonner d'un tas de gens pour garder ma paix, la famille d'abord. J'ai vérifié. Effectivement, il s'était désabonné de mon profil. Puis, quelques jours plus tard, une publication d'une tante, la sœur de mon père. C'était l'un de ces mêmes moralisateurs et passifs-agressifs, une photo d'un coucher de soleil avec du texte par-dessus, certains enfants sont tellement pleins de fierté, qu'ils oublient les personnes qui leur ont tout donné. Un autre, une famille est un arbre. Une branche cassée ne tue pas l'arbre. Ces petites piques numériques, ces murmures destinés au public, étaient conçus pour que je les voie. C'était sa façon de signaler à l'ensemble du réseau familial, que j'étais la branche cassée. J'étais l'enfant orgueilleuse. Ils étaient comme des moustiques, petits, agaçants, et venimeux, bourdonnant juste à la limite de mon oui. Ils étaient conçus pour me faire sentir isolé, pour me faire douter de ma propre réalité. Je les ai ignorés. J'ai gardé mon nouvel objectif de mission en tête, son approbation ne signifie rien. Mais mon père ne faisait que s'échauffer. Quand les publications passives-agressives n'ont pas provoqué de réaction, il a déployé son artillerie lourde. Il a envoyé ma tante Carole. Le téléphone a sonné un samedi après-midi. J'étais à la maison, en train de lire un livre. J'ai vu le nom sur l'écran d'appel, et mon estomac s'est noué. Tante Carole. C'était la sœur aînée de mon père, la matriarche de la famille, celle qui se considérait comme la réparatrice de tous les problèmes. J'ai pris une inspiration. Ordonne ta paix, Nola. J'ai décroché. Nola, ma chérie. Sa voix était telle que je m'en souvenais, dégoulinante d'une fausse douceur mielleuse, comme du miel bon marché. Comment vas-tu, mon bébé? On n'a plus jamais de tes nouvelles. Je vais bien, tante Carole. C'est gentil d'appeler. Comment vont les choses à Richmond? Oh, tu sais, toujours pareil, on fait aller, a-t-elle soufflé, et puis, le revirement. Écoute, ma chérie, je t'appelle parce que, eh bien, ta mère se fait un sang d'encre pour toi. Et pour ton père. Et voilà, le chantage affectif. Elle dit que tu ne prends pas ses appels. Tu ne réponds pas à ton père. Nola, ma chérie, c'est ton père. Il a traversé tellement d'épreuves. Toute cette histoire avec le mariage de ton frère qui tombe à l'eau. Il faut que tu l'appelles. J'ai gardé ma voix calme, posée, exactement comme on me l'avait appris. Tante Carole, j'apprécie que vous vous inquiétiez. Vraiment. Mais mon père et moi réglons nos propres problèmes, et il n'est pas venu à mon mariage. Silence. La fausse douceur s'est évaporée instantanément. La température de l'appel a chuté de 30 degrés. Quand elle a repris la parole, sa voix était froide, dure. Et tu penses que tu es complètement innocente là-dedans, a-t-elle lâché. J'ai été prise au dépourvu. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Oh, ça va, Nola. Tu as toujours été difficile. Depuis que tu es toute petite, toujours si sérieuse, si intense, trop arrogante pour ton propre bien. Tu sais, a-t-elle dit, sa voix prenant un ton de psychanalyse cruelle, tu es exactement comme lui. Ça m'a frappé comme un coup physique.
Ça m'a abasourdi. Exactement comme lui. La seule chose que j'avais passé ma vie entière, ma carrière entière, à essayer de ne pas être. L'homme dont j'avais fui le contrôle, l'homme dont je méprisais la cruauté. Et elle était là, effaçant tout cela en une seule phrase, me marquant de son empreinte. C'est la tactique classique du réseau des abuseurs. Il transforme votre plus grande douleur, en votre plus grand défaut. Je ne lui ressemble en rien, ai-je dit, la voix tremblante, tout mon sang-froid envolé. Tu déchires cette famille, Nola, a-t-elle dit, sa voix montant maintenant en mode d'attaque totale. Ta mère est une épave. Ton père est malheureux. Et tout ce à quoi tu penses, c'est à ta propre fierté égoïste. Tout ça, parce qu'ils ont raté une seule fête. C'était ça. Le détournement cognitif, la minimisation, le transfert de culpabilité, tout y était. L'ancienne Nola aurait pleuré, elle se serait excusée. Elle aurait promis d'appeler, juste pour faire cesser les cris. Mais l'ancienne Nola n'était plus là. Ma voix est sortie aussi froide que l'acier. Non, tante Carole, ai-je dit, d'une voix dangereusement calme. Je refuse simplement de continuer à être le punching ball. Cette conversation est terminée. Au revoir. J'ai raccroché le téléphone, et puis je suis restée assise là, à fixer le mur, et mes mains. Mes mains tremblaient violemment. Mon corps réagissait, même si mon esprit avait tenu bon. Ça m'avait coûté. Cette force, m'avait coûté. Mais mon père n'en avait pas fini. L'attaque sociale avait échoué. L'attaque familiale avait échoué. Alors, il a porté le coup de grâce. Il s'en est pris à ma carrière. Quelques jours plus tard, le chef Ramos était de retour à ma porte. Cette fois, il avait l'air encore plus mal à l'aise que lorsqu'il avait vu mon père au restaurant. Il avait l'air en colère. « Commandante » a-t-il dit en fermant la porte derrière lui. « Nous avons un problème. »« Qu'y a-t-il, chef ?» J'ai reçu 2 appels ce matin. Un à mon bureau, un sur la ligne principale du commandement. Il a pris une inspiration. C'étaient d'anciens amis de votre père, de Richmond. Ils posaient des questions indiscrètes, commandante. Ils essayaient de fouiller dans votre dossier de service. Ils cherchaient la petite bête, essayant de trouver d'éventuelles mesures disciplinaires ou des plaintes contre vous. Mon sang n'a pas seulement glacé, il a gelé. Il essayait activement de détruire ma carrière. Il utilisait son réseau d'hommes influents en Virginie, pour essayer de me faire renvoyer, pour ruiner ma réputation. Il essayait de réduire en cendres la seule chose que j'avais jamais construite par moi-même, la seule chose qu'il n'avait jamais pu contrôler. J'ai regardé Ramos. Il attendait ma réaction, attendant de voir si sa commandante allait craquer. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre, et j'ai regardé la base. Laissez-les appeler, chef, ai-je dit, ma voix dénuée de toute émotion. Ils ne trouveront rien, parce qu'il n'y a rien à trouver. Mon dossier est vierge. Oui, commandante. Merci, chef. Ce sera tout. Il est parti. Je suis resté à la fenêtre pendant un long moment. J'étais furieuse, mais plus que ça, pour la première fois, j'avais vraiment, profondément peur. Cette nuit-là, je n'ai rien dit à David, je ne voulais pas l'inquiéter. Mais après qu'il se soit endormi, je suis allé dans la salle de bain, j'ai ouvert la douche pour qu'il n'entende pas. Et je me suis assise par terre, et j'ai pleuré. Les rumeurs. Elles ne sont pas comme des balles. Vous ne les voyez pas venir, vous ne pouvez pas riposter. Elles sont comme des armes chimiques. Elles s'insinuent simplement dans toutes les fissures, et empoisonnent tout, bien après que la bataille soit terminée. Et je savais avec une certitude glaciale, que cette bataille était loin d'être terminée. L'échec de ces attaques sociales et professionnelles, a poussé mon père vers un point où je n'avais jamais vraiment cru qu'il irait. Il avait essayé de m'isoler, d'empoisonner mes relations, et de détruire ma carrière. Quand tout cela a échoué, quand j'ai refusé de plier, il a sorti son arme nucléaire. Il a décidé de me faire arrêter. C'était un mardi. J'étais au milieu d'un briefing de haut niveau dans le centre de commandement de la base. Nous passions en revue les renseignements pour une mission à venir. La pièce était sombre, éclairée seulement par la lueur des écrans. Mon téléphone, posé sur la table, était sur silencieux, conformément au protocole. Mais ensuite, il a vibré. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore, et encore. Un bourdonnement frénétique et insistant.
Mon commandant en second, le chef Ramos, s'est tu. Commandante. Une terreur froide m'a envahi. Personne ne m'appelait comme ça, à moins que quelqu'un ne soit mort. J'ai pris le téléphone. L'écran était illuminé de notifications. Appel manqué, police de Norfolk. Appel manqué, police de Norfolk. Appel manqué, David. Appel manqué, police de Norfolk. Mon sang s'est glacé. Pourquoi le département de police de Norfolk m'appelait-il? Un SMS est apparu. C'était de David. Ton père a appelé les flics. Ils sont à la maison. Rentre maintenant. Pendant que je le lisais, le téléphone a vibré à nouveau. Police de Norfolk. J'ai répondu. Commandante Flore. Une voix bourrue a dit, c'est bien elle? Madame, ici l'officier McCann de la police de Norfolk. Nous sommes à votre domicile. Nous avons reçu un signalement pour un vol domestique. La pièce a commencé à tourner. Un vol? Oui, madame. La personne qui signale est un monsieur Flore. Il est ici sur les lieux. Il déclare que vous avez volé une somme d'argent importante à la famille. Je me suis levé si vite que j'ai renversé ma chaise. Ma tasse de café a volé, éclaboussant de liquide chaud la table de briefing, et le sol. La pièce a plongé dans le silence. Tous les officiers me regardaient. J'arrive, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je n'ai donné aucune explication. Je ne me suis pas excusé pour le désordre. J'ai juste regardé Ramos. Chef, vous avez le commandement. Commandante. J'étais déjà parti. J'ai couru. J'ai sprinté hors du centre de commandement, dans le couloir, mes bottes de combat résonnant sur le linoléum poli. Je ne me suis pas déconnecté du registre. J'ai juste couru. J'ai franchi les portes du bâtiment, et j'ai foncé sur le parking. J'ai conduit comme une dératée. Mon cœur essayait de s'échapper de ma poitrine. J'ai grillé 2 feux rouges. Je roulais à 130 sur une route limitée à 70, mais je m'en fichais. Pendant tout ce temps, mon esprit tournait à toute vitesse. La police. Un vol. Un signalement. Ce n'était plus une dispute familiale. C'était une accusation criminelle. Ça pouvait mettre fin à ma carrière, à mon habilitation de sécurité, à tout. Il essaie de me mettre en prison. Il essaie de me détruire. J'ai dérapé pour m'arrêter au bout de ma rue. Je pouvais les voir à un pâté de maisons de distance. La scène était un cauchemar de banlieue. 2 voitures de la police de Norfolk étaient garées sur le trottoir, gyrophares allumés, peignant ma maison et celle de mes voisins de flash rouge et bleu stroboscopique. Et mes voisins, ils regardaient. Bien sûr qu'ils regardaient. Madame Gable, à 2 maisons de là, jetait un coup d'œil à travers ses stores. La famille d'en face se tenait sur son porche. Et il était là, mon père. Il se tenait sur ma pelouse, le visage rouge, gesticulant sauvagement, donnant une représentation pour les 2 officiers. Il avait l'air de la victime parfaite, un gentleman âgé et distingué, un directeur d'école essayant juste de raisonner sa fille criminelle et déséquilibrée. Et sur le porche, se tenant comme une statue, il y avait David. Ses bras étaient croisés. Il ne criait pas. Il contenait juste la situation, observant, tel un objet solide et inamovible. J'ai mis la voiture sur la position parking, sans même couper le moteur. J'ai sauté dehors, toujours dans mon uniforme de combat complet, et j'ai marché à grands pas sur la pelouse. Au moment où mon père m'a vu, sa représentation s'est arrêtée, et il a eu un sourire en coin. C'était subtil. C'était presque invisible, mais je l'ai vu. C'était un minuscule soulèvement triomphant au coin de sa bouche. C'était le sourire d'un homme qui avait enfin, finalement, acculé sa proie. Il avait gagné. Il avait réussi à amener le pouvoir de l'État sur le pas de ma porte. Il m'avait humilié devant mes voisins. Il avait interrompu mon travail vital. Il m'avait eu, moi, une commandante de la marine américaine, debout sur sa pelouse en train d'être interrogée par la police. Il attendait que je pleure, que je crie, que je tombe à genoux et que je le supplie d'arrêter ça. Ce sourire en coin, fut la plus grande erreur qu'il ait jamais commise. À cet instant, la panique a disparu. La peur, l'adrénaline, le cœur battant à tout rompre, tout s'est arrêté. Ça s'est évaporé,
et mon entraînement de cils a pris le relais. Ma respiration s'est régularisée. Ma concentration s'est resserrée. Le monde est devenu silencieux, à l'exception de l'homme devant moi. Ce n'était plus mon père. C'était un ennemi. C'était un engagement. Et j'étais aux commandes. Une nouvelle sorte de colère, une colère arctique, froide et claire, s'est abattue sur moi. Un officier plus âgé, celui avec McCann sur sa plaque, s'est approché de moi. Il avait l'air fatigué, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. « Madame, vous êtes Nola Flor. »« Je le suis, officier, » ai-je dit. Ma voix était calme, posée. Elle ne tremblait pas. « D'accord » a-t-il soupiré. « Voici le problème. Votre père ici présent dit que vous lui avez volé 8400 €. Il dit que vous les avez transférés directement de son compte. Nous parlons de vol qualifié, madame. C'est un problème sérieux pour vous. Je comprends, ai-je dit. J'ai regardé au-delà de lui, vers mon père, qui observait avec ce même regard avide et plein d'attente. J'ai ramené mon regard sur l'officier. Officier, puis-je voir votre caméra piéton? Il a cligné des yeux, surpris. Quoi? Votre caméra piéton. Est-elle allumée? Oui, madame. Elle est allumée depuis notre arrivée. Bien. J'ai regardé droit dans l'objectif de la caméra sur sa poitrine, puis j'ai replongé mon regard dans les yeux de l'officier. Officier, ce que mon père vous a dit est un mensonge. Il ne s'agit pas d'un vol. C'est une affaire de famille qui l'a fait dégénérer, en déposant un faux rapport de police. Mon père a commencé à bafouiller. Un mensonge? Comment oses-tu? J'ai les relevés. Tu. L'officier McCann a levé la main. Laissez-la parler, monsieur. J'ai gardé les yeux fixés sur l'officier. Monsieur, la vérité est que mon père a exigé 8400 € de ma part par SMS. Je ne les ai pas volés. J'ai refusé de les lui donner. Et voici ma réponse. J'ai mis la main dans la poche de mon uniforme. Les yeux de mon père se sont écarquillés, puis plissés. Pendant une seconde, je pense qu'il a cru que j'attrapais une arme. J'ai sorti mon téléphone portable, je l'ai déverrouillé. J'ai ouvert mon application bancaire, je suis allé dans mon historique de transfert, et j'ai tendu le téléphone pour que l'officier le voie. Ses yeux ont balayé l'écran. Il a vu la date. Il a vu le destinataire, Flor. Il a vu le motif, en vous souhaitant tout le meilleur. Et il a vu le montant. 1,00 €. L'officier a fixé mon téléphone. Il m'a regardé. Il a regardé mon père, qui était maintenant silencieux, son visage passant du rouge à un blanc marbré et pâle. L'officier m'a de nouveau regardé. Il était flic depuis longtemps. J'ai pu voir la compréhension se mettre en place. Il avait déjà vu cette scène. Si vous avez déjà eu un moment où vous avez finalement tenu bon, et où la vérité était si simple, si puissante, qu'elle a réduit votre agresseur au silence, cliquez sur ce bouton j'aime et tapez 1 € dans les commentaires. Vous savez ce que ce euro signifie. J'ai remis mon téléphone dans ma poche. Je lui ai transféré 1 €, officier, ai-je dit, ma voix toujours froide, toujours calme. Et puis j'ai bloqué son numéro. Ceci n'est pas un vol. C'est une tentative désespérée de me contrôler, et je dépose moi-même une plainte pour harcèlement. L'officier McCann a fixé mon téléphone. Le transfert de 1,00 € brillait dans la pénombre, éclairé par les lumières rouges et bleues clignotantes de la police. Il l'a fixé pendant un long moment de silence. Je ne l'ai pas pressé, je l'ai laissé assimiler l'information. Puis, lentement, il a levé la tête et m'a regardé. La suspicion avait disparu, remplacée par une compréhension professionnelle hélas. Il avait déjà vu ce film, juste avec des acteurs différents. Puis il s'est tourné, et a regardé mon père. Toute la dynamique sur la pelouse a basculé dans cette seule seconde. La déférence professionnelle dont il avait fait preuve envers ce gentleman distingué, ce directeur, s'est évaporée. Elle avait disparu. Il ne voyait plus une victime. Il voyait un problème. Monsieur Flor, a dit l'officier McCann, sa voix désormais plate, toute patience disparue. Ceci semble être une affaire civile, non criminelle. Vous êtes. Mon père a vu le pouvoir lui échapper. Il a vu son récit s'effondrer et il a paniqué. Un mensonge, a-t-il hurlé,
le visage déformé par la rage. Il a fait un pas vers moi, la main levée, pointant un doigt vers mon visage. C'est une misérable ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce que j'ai payé, elle. Il s'est précipité en avant. En une fraction de seconde, David a bougé, s'interposant directement entre nous, son corps formant un mur solide. « Eh, vous ne l'approchez pas, » a dit David, sa voix un grognement sourd et dangereux. Mon père, stoppé par la présence de David, a simplement enragé. « Écarte-toi de mon chemin, mon garçon. C'est ma famille. C'est ma fille. » Il était complètement déséquilibré, perdant sa dernière once de contrôle devant les voisins, la police, et le mari qu'il avait refusé de reconnaître. Il avait perdu. Il ne le savait tout simplement pas encore. C'était le moment où l'ancienne Nola se serait cachée derrière David. L'ancienne Nola aurait tressailli. L'ancienne Nola aurait pleuré. Mais en regardant l'homme qui avait hanté toute ma vie, je n'ai pas ressenti de peur. Je n'ai pas ressenti de panique. Je n'ai rien ressenti. Juste le calme froid et clair d'un objectif de mission. J'ai posé ma main sur la poitrine de David. Je gère, ai-je dit doucement. Il m'a regardé, a vu l'expression dans mes yeux, et a fait un signe de tête ferme. Il s'est écarté, bien qu'il soit resté tout près. Je n'ai pas reculé. J'ai avancé. J'ai réduit la distance entre moi et mon père d'un pas. J'étais maintenant directement dans son espace personnel. Il était plus grand que moi. Mais à ce moment-là, je me sentais comme un géant. Je n'ai pas parlé en tant que sa fille. Je n'ai pas parlé en tant que la fille qu'il avait humiliée pour une robe de bal. J'ai parlé en tant que commandante Flore. J'ai inspiré, j'ai tiré l'air de mon diaphragme, et j'ai utilisé ma voix de commandement. La voix de commandement n'est pas un cri. Crier est émotionnel. Crier est une perte de contrôle. La voix de commandement est tout le contraire. C'est un son forgé à l'entraînement, conçu pour percer le bruit des coups de feu, le rugissement d'un hélicoptère, ou la panique d'une fusillade. Elle est tranchante. Elle est pleine d'autorité, et ce n'est pas une demande. C'est un ordre. Assez. Le mot a claqué dans l'air du soir, comme un coup de fusil. Il n'y a pas que mon père qui s'est figé. Il s'est arrêté au milieu de sa diatribe, la bouche ouverte, les mains toujours levées. C'était tout le monde. J'ai vu les deux officiers de police, deux hommes armés, deux vétérans de la rue, redresser instinctivement leur posture. C'était un réflexe. Ils ont entendu cette voix, et leur entraînement a pris le dessus. Ils se sont mis au garde à vous. Les voisins qui regardaient à travers leur store ont probablement tressailli. Mon père, lui, m'a simplement dévisagé, abasourdi, comme si je l'avais giflé. Je n'avais jamais, au grand jamais de mes 32 années de vie, utilisé cette voix sur lui. Il n'avait jamais entendu que la voix de sa fille, le murmure, la supplication, les excuses. Il était maintenant face à face avec la commandante, et il était totalement, complètement désarmé. Le silence qui a suivi était absolu. David, saisissant l'ouverture que j'avais créée, s'est avancé, s'adressant aux officiers. Sa voix était ferme, calme, et légale. Officier, je suis le copropriétaire de cette propriété. Cet homme, Monsieur Flore, n'est plus le bienvenu ici. Il a déposé un faux rapport, et cause des troubles. Je veux qu'il soit expulsé de notre propriété, immédiatement. Le plus jeune officier, qui était resté silencieux tout ce temps, a simplement hoché la tête. Oui, monsieur. Lui et McCann ont bougé à l'unisson. Monsieur Flore, a dit McCann. Vous devez venir avec nous. Vous devez quitter la propriété maintenant. Vous ne pouvez pas faire ça, a hurlé mon père, mais l'autorité avait disparu. Ce n'était plus que du bruit, maintenant. C'est moi qui vous ai appelé. C'est elle la criminelle, a-t-il crié en me pointant du doigt. Monsieur, la situation est réglée. Vous devez partir, a dit McCann, sa main reposant maintenant sur sa hanche, plus du tout amicale. Allons-y. Ils ont commencé à l'escorter, un de chaque côté, vers le trottoir, vers sa voiture, et j'ai observé son visage. Ce fut le moment le plus déchirant, et le plus libérateur de ma vie. J'ai regardé la rage sur son visage tourné au vinaigre. Elle s'est transformée en une confusion désespérée et bredouillante. Il a regardé les flics. Il a regardé David. Il a regardé les voisins.
Il m'a regardé. Il ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Il avait toutes les cartes en main, il était le directeur d'école. Il était le père, il était celui qui commandait. Et dans cette confusion, j'ai vu l'étape finale, l'impuissance. Il était impuissant. Il avait tiré sa dernière et plus puissante arme, l'humiliation publique, la fausse arrestation. Et non seulement elle avait échoué, mais elle s'était retournée contre lui de façon spectaculaire. Elle avait implosé, emportant son pouvoir avec elle. Il avait perdu. Mais son narcissisme ne pouvait pas laisser passer ça. Il fallait qu'il ait le dernier mot. Alors que les officiers l'amenaient à sa voiture, il a dégagé son bras d'un coup sec, pour un dernier cri désespéré. Il m'a pointé du doigt, debout sur mon propre Porsche, dans mon propre uniforme, à côté de mon mari. Son visage était un masque de pure amertume, non dissimulé. « Tu penses que ton grade te donne raison ?» a-t-il crié, la voix se brisant, le son résonnant dans la rue de banlieue tranquille. « Tu penses que ces médailles te rendent meilleur que moi ?» C'était ça. Le cœur du problème. Il n'avait toujours pas compris. Il pensait que c'était une question de grade. Il pensait que c'était une lutte de pouvoir. Je me tenais sur mon Porsche. Je n'ai pas crié en retour, j'ai juste attendu. J'ai laissé sa voix résonner jusqu'à ce qu'elle disparaisse, jusqu'à ce que le seul bruit soit le bourdonnement de la radio de la police. J'ai laissé le silence flotter dans l'air. Puis, j'ai parlé. Ma voix était douce, calme, et elle a porté dans l'air immobile du soir. « Non, papa, ai-je dit. » J'ai attendu qu'il croise mon regard. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. J'ai laissé les mots faire leur effet. Ça veut juste dire que j'ai gagné cette paix. Son visage s'est décomposé. Il n'avait pas de réponse. Il est monté dans sa voiture. La police a attendu qu'il s'éloigne. L'officier McCann est revenu vers moi. Il a touché son chapeau. « Madame, désolé pour le dérangement. Je ferai ajouter une note concernant ce faux signalement dans le système. » Merci, officier. Lui et son partenaire sont partis. Les lumières clignotantes ont disparu au bout de la rue. Les stores des voisins se sont refermés d'un coup sec. C'était fini. Je suis resté là un moment, respirant l'air calme de la nuit. David a passé son bras autour de moi. Je me suis retourné, je suis entré dans ma maison, et j'ai verrouillé la porte d'entrée. Après la confrontation sur la pelouse, un calme profond s'est installé dans nos vies. La victoire ne m'avait pas semblé triomphante, pas de la façon dont on le voit dans les films. Il n'y a pas eu de défilé, ça semblait juste fini. Le silence de ma famille, qui avait autrefois été une arme utilisée contre moi, était maintenant un bouclier que j'utilisais pour moi-même. J'avais ma frontière, j'avais ma paix. Les mois ont passé. Le printemps humide de la Virginie a fait place à la chaleur épaisse et étouffante d'un été à Norfolk. David et moi nous sommes installés dans notre vie. Nous avons travaillé. Nous avons fait griller des hamburgers sur le porche arrière. Nous avons emmené notre chien à la plage. Nous avons vécu. Le drame semblait s'être produit dans une autre vie, à une autre personne. Mon téléphone restait silencieux. Mon père, ma mère, mon frère, ils avaient, à toutes fins utiles, disparu. Puis, un soir de fin août, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas un numéro local de Norfolk. C'était un indicatif régional de Richmond. Mon cœur n'a pas bondi de panique cette fois-ci, il a juste sombré. Un sentiment lourd et fatigué. J'ai regardé l'écran. Ce n'était pas mon père. Ce n'était pas ma mère. C'était le pasteur Lewis, le pasteur de l'église chez nous, celui qui connaissait notre famille depuis 20 ans. David, ai-je appelé. Le pasteur Lewis m'appelle. David est arrivé de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Il a simplement hoché la tête, le visage sérieux. Tu vas répondre? Je suppose que je dois le faire. Je suis sorti sur le porche arrière, l'humidité collant à ma peau, et j'ai répondu au téléphone. Nola, c'est le pasteur Lewis. Sa voix était telle que je m'en souvenais, grave, douce. Mais ce soir-là, elle semblait incroyablement lasse. Bonjour, pasteur. C'est bon d'entendre votre voix. Et la tienne, mon enfant, et la tienne, a-t-il soupiré. Nola, je n'appelle pas pour intervenir. Je n'appelle pas pour te demander de faire quoi que ce soit.
J'appelle juste parce que j'ai pensé que tu avais le droit de savoir. Une terreur froide, différente de la peur, s'est installée en moi. C'était le son des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'il y a, pasteur? C'est. Eh bien, c'est ton frère. Son mariage, Nola. Il a été annulé. Je suis restée là, silencieuse, écoutant les cigales bourdonner dans les arbres. Annulé. Sa fiancée a poursuivi le pasteur, la voix lourde de désapprobation. Elle a découvert qu'il lui mentait sur ses finances, sur l'argent que ton père lui donnait. Et, eh bien, il semble qu'il y avait aussi une autre femme impliquée. C'est un vrai gâchis, Nola. Un vrai gâchis déchirant. J'ai fermé les yeux. Le fils prodigue. Celui qui ne pouvait rien faire de mal, celui dont le mariage était si important, qu'il devait détruire le mien pour s'y préparer. Tout ça n'était qu'un mensonge. Je ne sais pas quoi dire, pasteur. Il n'y a rien à dire, a-t-il dit doucement. Mais il y a autre chose. Et c'est la partie la plus difficile. Ça concerne ton père. J'ai agrippé la rambarde du porche. Ses affaires, Nola, l'école, ses investissements. Tout est en difficulté. De graves difficultés. Il a entrepris d'exposer les détails de sa voie cléricale et sombre. Les inscriptions à l'école privée étaient en chute libre. Mon père, dans son arrogance, avait apparemment utilisé les fonds d'une entreprise pour couvrir les dettes d'une autre. Il était poursuivi en justice. Il y a des entrepreneurs à Richmond qui n'ont pas été payés. Nola, ses impôts fonciers sont gravement en retard. L'homme est trop fier pour demander de l'aide, et il se noie dans sa propre fierté. Il a fait une pause, et je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout de la ligne. Il est en train de tout perdre, Nola. La réputation, l'argent, l'empire qu'il a passé toute sa vie à bâtir. Tout s'effondre. Il attendait que je dise quelque chose. Que attendait-il que je dise? Bien fait. Il l'a mérité. Je vous l'avais bien dit? J'avais pensé, dans mes moments les plus sombres, que si ce jour arrivait un jour, je me sentirais victorieuse. Que je ressentirais un sentiment de vengeance, un Alléluia, justice est faite. Mais ce ne fut pas le cas. Je n'ai pas ressenti la moindre once de triomphe. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. J'ai juste ressenti une immense et lourde tristesse. C'était comme regarder un grand arbre ancien pourrir finalement de l'intérieur, et s'écraser au sol. C'était une tragédie. C'était un gâchis. Le karma, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Ce n'est pas doux. C'est juste fatigant. C'est une façon très sage de le dire, mon enfant, a dit le pasteur Lewis. Il a bâti sa maison sur le sable, et la tempête est venue. Écoute-moi, Nola. Je te dis ça pour que tu l'entendes d'un ami, pas d'un étranger. Tu n'as besoin de rien faire. Tu n'as pas besoin d'appeler. Tu n'as pas besoin de réparer ça. Je voulais juste que tu le saches. Il a fait une pause, et sa voix s'est adoucie. Prie pour lui, Nola. Pas pour qu'il change, mais pour que toi, tu sois en paix. Nous nous sommes dit au revoir, et j'ai raccroché. Je suis resté sur le porche un long moment, à regarder le coucher du soleil. L'Empire avait disparu. Le directeur d'école n'était plus qu'un homme endetté. Le fils prodigue était un tricheur. Toute la fondation de mon enfance, la famille pour laquelle j'avais tant essayé d'être à la hauteur, n'était qu'un château de cartes. Cette nuit-là, j'ai prié. Pour la première fois depuis des années, j'ai vraiment prié. Je me suis agenouillé près de mon lit, comme je le faisais quand j'étais petite fille. Mon Dieu, ai-je murmuré, les mots me semblant étrangers dans la bouche. Je ne veux pas qu'il soit blessé. Je ne veux pas qu'il souffre. Je veux juste qu'il arrête de me faire du mal. Ce n'était pas une prière pour obtenir justice. C'était une prière d'abandon. Une prière pour simplement lâcher prise. J'ai tout raconté à David. Il a juste écouté, me tenant la main. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux un long moment. Alors, a-t-il dit finalement, est-ce que tu vas conduire jusqu'à Richmond, pour les voir? La question est restée en suspens dans l'air. Et l'ancienne moi, l'ancienne Nola, a hurlé dans ma tête, oui,
vas-y. Il est blessé. Maman est seule. Répare ça. C'est ta chance. Sois la fille responsable. Sois la bonne fille. Va les sauver, et ils t'aimeront enfin. Cette voix, ce programme, était si profond. L'instinct d'être la sauveuse de la famille, était un réflexe. J'ai regardé David. J'ai regardé la paix de mon propre salon. J'ai pensé à la fille dans la robe de bal, j'ai pensé à la lettre volée d'Annapolis. J'ai pensé au banc vide à mon mariage. J'ai pensé au sourire narquois sur le visage de mon père, alors que les gyrophares de la police clignotaient. Et j'ai fait un choix. J'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Ma voix était douce, mais elle était la plus forte qu'elle ait jamais été. Non. Si j'y vais maintenant, je ne suis pas Nola. Je suis le sauveur. Je suis Nola la responsable, qui vient nettoyer le désordre. Je retombe exactement dans le rôle qu'ils ont écrit pour moi. Je ne peux pas. Je ne le ferai plus. Le visage de David s'est détendu en un sourire. Il a hoché la tête, plein de soutien. Tu as raison, a-t-il dit. Protéger ta paix, ce n'est pas de la vengeance. C'est juste de la bonne gestion. Je savais qu'il avait raison. Je n'étais pas leur ennemi, mais je n'étais pas non plus leur maître nageuse. Je ne pouvais pas les sauver d'une marée qu'ils avaient eux-mêmes créée. Quelques jours plus tard, je suis allé dans une pharmacie. J'ai acheté une simple carte postale, une avec une photo du front de mer de Norfolk. J'y ai écrit 5 mots, je pense à vous deux. Je ne l'ai pas signé. Je n'y ai pas mis d'adresse de retour. Je l'ai glissé dans une boîte aux lettres. Ce n'était pas un pardon. Ce n'était pas une invitation. C'était de la compassion. À très bonne distance, la carte postale était envoyée. La paix fragile que j'avais construite a perduré. La chaleur de l'été a fini par retomber, et l'air frais et vif de fin septembre s'est installé sur Norfolk. La vie a repris son cours. Et puis, j'ai reçu l'appel que toute personne, dans un coin de sa tête, redoute. L'appel de 3 heures du matin. En Amérique, nous avons un nom pour ça. C'est l'appel qui n'apporte jamais, au grand jamais, de bonnes nouvelles. C'est l'appel qui vous arrache au sommeil, et vous plonge dans un cauchemar. Mon téléphone, en charge sur la table de nuit, a illuminé la chambre plongée dans l'obscurité. J'ai tâtonné pour l'attraper, mon cœur formant déjà une pierre froide dans mon estomac. C'était ma mère. J'ai répondu, maman. Sa voix n'était pas une plainte. Ce n'était pas un cri. C'était pire. C'était un petit murmure ténu et brisé. Nola, a-t-elle pleuré? Nola, c'est ton père. L'hôpital. Ils ont dit arrêt cardiaque. Les mots sont restés suspendus là, dans le noir. Arrêt cardiaque. L'appel de 3 heures du matin. Il était enfin arrivé. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas assimilé. J'ai simplement agi. Les années d'entraînement militaire ont pris le dessus. Dans une crise, vous bougez. J'arrive, ai-je dit. Ma voix était plate, détachée. David. Je l'ai secoué pour le réveiller. Je dois y aller. C'est mon père. Arrêt cardiaque. Ma mère est à l'hôpital de Richmond. Il a été réveillé en un instant, s'asseyant, cherchant déjà ses clés. Je vais te conduire. Non, ai-je dit, enfilant le jean et le pull que j'avais laissé par terre. J'ai besoin. J'ai besoin de faire ça seul. Il a compris. Il a simplement hoché la tête, le visage plein d'un soutien triste et silencieux. Sois prudente. Appelle-moi à la seconde où tu arrives. J'étais sorti en moins de 3 minutes. Les 3 heures de route de Norfolk à Richmond, en remontant l'île 64 au milieu de la nuit, furent le trajet le plus long de ma vie. Je n'ai pas pleuré. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'étais juste vide. L'autoroute sombre et déserte se déroulait devant mes phares. Mon esprit était tout simplement blanc. C'était le sentiment le plus étrange, le plus creux, que j'ai jamais connu. C'était comme si tout mon système émotionnel s'était simplement éteint, incapable de gérer la surcharge. Le tyran se mourait. Le monstre qui avait hanté mon enfance, était dans un lit d'hôpital. L'homme qui m'avait souri avec arrogance sur ma pelouse, était maintenant, lui-même, brisé.
J'aurais dû ressentir quelque chose. Du soulagement? Non. De la tristesse? Non. Une soif de vengeance? Non. Je me sentais juste engourdi. J'ai dépassé les sorties pour Williamsburg, dépassé les silhouettes sombres et endormies des bâtiments coloniaux, mes mains agrippant le volant. Je me concentrais juste sur la mécanique de la conduite. Rester dans la voie, surveiller sa vitesse, continuer à avancer. J'étais une machine exécutant une nouvelle et dernière mission terrible. Je me suis finalement garé dans le parking de l'hôpital de Richmond, juste avant l'aube. Le ciel était d'un violet froid, couleur de bleu. J'ai franchi les portes automatiques. Le hall de l'hôpital était calme, sentant le café froid et l'antiseptique. J'ai trouvé l'unité de soins intensifs, les soins intensifs, au 3e étage. Au moment où les portes des soins intensifs se sont ouvertes dans un sifflement, l'odeur m'a frappé. Cette odeur froide, stérile et chimique, d'un endroit où la vie et la mort sont dans une négociation clinique constante. C'était calme, mais pas silencieux. C'était rempli du bip sourd, rythmé et inhumain des machines. Et je l'ai vue, ma mère. Elle était recroquevillée sur une chaise en plastique dure dans la salle d'attente, sous la lumière crue des néons. Elle avait l'air minuscule, petite. Elle se balançait sur son siège, agrippant un gobelet de café en carton, le visage pâle et terrifié. Ce n'était pas la femme qui était restée là, silencieuse, pendant que j'étais tourmenté. Ce n'était pas la complice. C'était juste une vieille femme effrayée, qui était sur le point de perdre tout son monde. Elle a levé les yeux quand je me suis approché, les yeux écarquillés. Elle ne savait pas quoi faire. Je pouvais voir le conflit sur son visage. Elle ne savait pas si elle devait me serrer dans ses bras, s'excuser, ou me crier dessus pour ne pas avoir été là plus tôt. Finalement, elle n'a rien fait de tout ça. Elle a juste pointé du doigt. Il est là-dedans, Nola. Chambre 312. J'ai simplement hoché la tête, et j'ai passé mon chemin dans le couloir, jusqu'à la chambre 312. Je me suis arrêté à la porte. J'ai pris une grande inspiration, exactement comme je le faisais avant de sauter d'un avion. Mais ça, c'était plus dur. J'ai poussé la porte, et je suis entré. L'homme dans ce lit n'était pas mon père. Mon père était un géant, un tyran, une force de la nature qui remplissait chaque pièce de sa rage et de son ego. Cet homme était faible. Il était petit, pâle, et enterré sous une toile de tube et de fils. Une perfusion serpentait dans son bras. Un moniteur cardiaque bipait à un rythme lent et régulier, à côté de son lit. Un tube à oxygène était enroulé sous son nez. Il avait l'air fragile, vulnérable. Pour la première fois de ma vie, il avait l'air horriblement humain. Je suis juste resté là, je n'ai pas bougé. J'ai juste fixé du regard. L'homme qui m'avait appris à saluer avant même que je puisse porter un uniforme, était maintenant complètement, totalement, impuissant. Une infirmière, une femme d'une 50aine d'années à l'air gentille, est entrée d'un pas vif. Oh, dit-elle doucement en me voyant. Vous devez être la fille. Je le suis. Il a été. Eh bien, il a perdu et repris connaissance, a-t-elle dit en vérifiant son dossier. C'est un battant, votre père. Elle m'a souri. Il est très fier de vous, vous savez. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Quoi? Oh oui, a-t-elle dit, inconsciente de la bombe qu'elle venait de lâcher. Quand il a été admis pour la première fois, avant que son état ne s'aggrave vraiment, il parlait de vous à tout le monde. Il disait que sa fille était un imbécile. Il disait que vous étiez plus coriace que la moitié de la marine. Il était tellement fier. Il était fier. Les mots que j'avais implorés toute ma vie. La validation que j'avais failli me tuer à gagner, la simple reconnaissance dont j'avais été désespérément avide. Et il ne pouvait pas me le dire. Il l'avait dit à une étrangère. Il l'avait dit à une infirmière, mais il ne me l'avait jamais, pas une seule fois, dit à moi. J'ai dû m'agripper à la barrière du lit pour rester debout. L'infirmière a terminé ses vérifications, a souri gentiment, et a quitté la pièce, et je me suis retrouvé seul avec lui. Je suis resté là pendant 1 heure, ou peut-être 10 minutes. Le temps s'était arrêté. Et puis ses paupières ont papillonné, il s'est réveillé. Ses yeux, troubles et flous, ont balayé la pièce. Et puis, ils se sont posés sur moi. Il m'a dévisagé.
Il a cligné des yeux, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Sa voix n'était qu'un murmure sec, fin comme du papier. Un son filiforme, à peine audible par-dessus le bip des machines. « Je ne pensais pas que tu viendrais », a-t-il haleté. L'honnêteté de ce moment était brutale. Je ne pouvais pas lui mentir, pas maintenant. J'ai failli ne pas le faire, ai-je chuchoté en retour. Nous nous sommes regardés l'un l'autre, le tyran et le soldat, le père et la fille. Nous sommes restés là à nous dévisager. Toute la colère, toutes les années de douleur, simplement suspendues dans l'air stérile entre nous. Ses yeux ont glissé vers le bas, vers mon pull et mon jean. « Tu n'es pas en uniforme », a-t-il murmuré. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. La dernière fois qu'il m'avait vu, c'était dans mon uniforme de combat, telle une guerrière. Je pense qu'il voulait dire que j'avais finalement baissé la garde, que je n'étais pas là en tant que soldat. Ses yeux ont retrouvé les miens. J'essayais. De te rendre forte, a-t-il murmuré. Une seule larme chaude s'est enfin libérée, et a coulé sur ma joue. Tu l'as fait, ai-je confirmé. Tu as réussi, papa. Je me suis penché, la voix tremblante. Mais tu m'as aussi rendu si seul. Il a fermé les yeux. J'ai vu une seule larme s'échapper dessous sa paupière, et tracer un chemin à travers les rides de sa tempe. Il est resté silencieux pendant un long moment. J'ai cru qu'il s'était rendormi. Et puis il a dit, la confession, l'ultime et terrible vérité libératrice, qui a tout brisé à l'intérieur de moi. Je ne t'ai jamais détesté, Nola, a-t-il chuchoté, les yeux toujours fermés. Tu sais, il a pris une inspiration saccadée. Je ne sais juste pas comment aimer quelqu'un que je ne peux pas contrôler. Et c'était tout. Toute ma vie, mon enfance, la robe de bal, la lettre volée, les bancs vides, les 8400 €, les voitures de police. Je ne sais juste pas comment aimer quelqu'un que je ne peux pas contrôler. Tout ça. Tout ça résumé en une dernière phrase déchirante. La rage, la colère, les 20 années de ressentiment, tout s'est simplement dissous. Ça n'a pas disparu, mais ça s'est transformé. C'est devenu juste une tristesse, une profonde, profonde tristesse. J'ai tiré la chaise plus près. Je me suis assise, et pour la première fois depuis que j'étais petite, j'ai tendu la main, et j'ai pris la sienne. Elle m'a semblé fragile et froide dans la mienne. Tu n'as plus besoin de me contrôler, papa, ai-je murmuré, mes larmes tombant sur sa main. Tu as juste besoin de te reposer. Mon père est décédé 6 mois après cette nuit-là, aux soins intensifs. Ses funérailles ont eu lieu à Richmond, dans la même vieille église en pierre où il avait refusé de me voir me marier. À la demande de ma mère, j'ai porté mon uniforme. Pas mon treillis de combat, mais mon uniforme blanc complet de la marine, l'uniforme blanc immaculé de cérémonie avec les boutons dorés et la cravate noire. Je me tenais au premier rang, à côté de ma mère et de mon frère. Je sentais les yeux de la communauté de Richmond posés sur moi. Ce n'étaient plus des regards de pitié ou de jugement, juste de l'observation. Je n'étais pas la fille prodigue, je n'étais pas la rebelle. J'étais juste Nola, commandante dans la marine des États-Unis, présente pour enterrer son père. Ma mère, paraissant plus petite que je ne l'avais jamais vue, a tendu le bras et a serré ma main. Je lui ai rendu son étreinte. Nous n'avions rien besoin de dire. La guerre était terminée. Nous n'étions que 2 femmes debout ensemble dans les décombres, commençant à trier ce qu'il en restait. Environ 1 mois plus tard, une lettre est arrivée. Elle venait de l'avocat de mon père. Ce n'était pas un document légal. C'était une lettre personnelle, une lettre qu'il avait écrite après cette nuit à l'hôpital, et qu'il avait laissée à son avocat, pour m'être remise seulement après sa mort. Mes mains étaient stables lorsque je l'ai ouverte. J'étais assise avec David sur notre porche arrière à Norfolk, le même endroit où j'avais reçu tant de mauvaises nouvelles. Celle-ci était différente. Son écriture était tremblante, les boucles des lettres fragiles, mais les mots étaient les siens. Nola, je ne sais pas comment m'excuser correctement. On ne m'a jamais appris comment. J'ai toujours pensé que dire pardon rendait un homme petit. Mais peut-être. Peut-être qu'être petit est là où le pardon commence. Cette nuit où tu es venu à l'hôpital. Je ne pensais pas que tu viendrais. Moi. Je ne l'aurais pas fait. Tu as toujours été la plus forte que moi. Je détestais ça. Et j'adorais ça. Je ne t'écris pas pour te demander d'oublier.
J'écris juste pour expliquer l'appel à la police. C'était un acte de lâche. Je le savais alors. Je le sais maintenant. Je ne pouvais pas te contrôler. Alors j'ai essayé de te briser. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu me maîtriser. J'ai vu rouge. Je suis désolé pour la honte que je t'ai causée. J'étais fier de toi. Je ne savais juste pas comment aimer quelqu'un que je ne pouvais pas contrôler. Tu avais raison. Tu feras mieux que moi. C'est ce que tout parent devrait vraiment souhaiter pour son enfant. Papa. J'ai plié la lettre. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ressenti une libération silencieuse et définitive. Ce n'était pas le pardon, pas complètement, mais c'était une réponse. C'était le point à la fin d'une longue et douloureuse phrase. J'ai emporté la lettre à l'intérieur, vers le bureau dans ma pièce de travail. J'ai ouvert le tiroir qui contenait mon pistolet de service. J'ai pris la lettre menaçante et haineuse qu'il m'avait d'abord envoyée, et je l'ai déchirée en petits morceaux. Ensuite, j'ai pris cette nouvelle lettre, je l'ai pliée soigneusement, et je l'ai placée dans le tiroir, juste à côté de mes médailles. Le poison avait disparu. Seul l'homme restait. La vie a continué. Elle s'est installée dans un nouveau rythme doux. Ma mère et moi avons commencé à nous parler. À vraiment parler. Pas du passé, pas de lui, nous n'en avions pas besoin. Nous avons commencé par les dimanches. Un coup de téléphone tous les dimanches après-midi. Nous parlions du temps qu'il faisait. Nous parlions du nouveau projet de David au travail. Elle me parlait d'un livre qu'elle lisait. Nous parlions de petites choses, de choses normales. Et pour la première fois de ma vie, j'ai entendu ma mère rire. Pas ce petit rire nerveux et au perché qu'elle avait toujours autour de mon père, mais un vrai rire, authentique et léger. C'était le son le plus magnifique. Le printemps suivant, j'ai été invité à prononcer le discours de remise des diplômes, dans un lycée local de Virginia Beach. Je me tenais sur cette scène, à nouveau dans mon uniforme blanc de cérémonie, regardant 300 jeunes visages pleins d'espoir et terrifiés. Je ne leur ai pas parlé de la guerre. Je ne leur ai pas parlé du combat, ni de la semaine de l'enfer, ni des sauts en parachute. Je leur ai parlé de la guerre interne. Il y aura des gens dans votre vie, ai-je dit, ma voix portant sur le stade silencieux, qui vous feront du mal. Ils vous blesseront profondément. Parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus, seront celles qui vous blesseront le plus. J'ai vu quelques jeunes au premier rang hocher la tête, les yeux écarquillés. Et vous porterez cette blessure. Vous la porterez comme un sac à dos de 50 kilos lors d'une marche de 30 km. Ce sera lourd, et vous aurez tous les droits de le porter. Vous aurez tous les droits d'être en colère. Mais je vous le dis, je me suis penché vers le micro, à un moment donné. Vous devez apprendre à le poser. Pas pour eux, ai-je dit. Vous ne le posez pas pour eux. Vous ne leur pardonnez pas parce qu'ils le méritent. Vous leur pardonnez, parce que vous méritez de vous reposer. Les applaudissements ont été stupéfiants, mais c'est le regard dans les yeux des étudiants, ce regard de reconnaissance, de libération, qui m'a dit que le message était passé. 1 an plus tard, ma vie a de nouveau changé. L'une de mes nouvelles recrues, une jeune femme originaire de l'Ohio, féroce et incroyablement intelligente, a frappé à la porte de mon bureau. Elle était l'une des meilleures que j'ai jamais vues, une leaduse née. Commandante Flore. Madame, puis-je vous dire un mot? Bien sûr, spécialiste. Entrez. Fermez la porte. Elle s'est assise, les mains se tordant sur ses genoux. Elle essayait de maintenir sa posture militaire, mais ses yeux étaient remplis de larmes. Madame, a-t-elle commencé, la voix tremblante. Ma famille dans l'Ohio. Ils m'ont renié quand je me suis engagé. Ils ont dit que ce n'était pas un travail de femme. Ils ne m'ont pas parlé depuis 2 ans. Mon cœur s'est serré, je connaissais cette histoire. Je me marie le mois prochain, madame, a-t-elle poursuivi, une larme s'échappant enfin pour rouler sur sa joue. Mon fiancé est infirmier militaire à Portsmouth. Nous faisons une petite cérémonie à la chapelle de la base. Elle a pris une inspiration tremblante. Et je n'ai personne pour, vous savez. Pour vous accompagner jusqu'à l'hôtel, ai-je terminé pour elle, la voix douce. Elle a hoché la tête, essuyant son visage avec colère. Je suis désolé de manquer de professionnalisme, madame.
J'étais juste. Je me demandais, je veux dire, je ne le demanderai pas, mais vous êtes celle qui. Je me demandais si, peut-être, vous accepteriez de le faire. J'ai regardé cette jeune femme forte, brillante et courageuse, qui avait été abandonnée pour la même raison que moi, pour avoir été forte. Je n'ai pas hésité. Spécialiste, ai-je dit en me levant. Ce serait pour moi un honneur absolu. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé là, debout dans une église à nouveau, la chapelle de la base de Norfolk. J'étais dans mon uniforme blanc complet. Le soleil traversait les vitraux, mais cette fois-ci, je ne me tenais pas seul au fond, à attendre un père qui ne viendrait jamais. Cette fois, c'était moi qu'on attendait. Je me tenais à côté de cette merveilleuse jeune femme, dans sa simple robe blanche. Je lui ai souri. Prête, soldat? Elle m'a souri en retour, les yeux brillants. Prête, madame. Alors, allons-y. Je lui ai offert mon bras. Elle l'a pris. La musique a commencé. Les portes se sont ouvertes, et je n'ai pas marché seul. Je l'ai accompagnée dans cette allée, mais pas ferme, la tête haute. Je l'ai accompagnée vers son avenir, je l'ai accompagnée vers son fiancé, qui rayonnait. J'ai joué le rôle qu'un père est censé jouer. J'ai placé sa main dans la sienne. Après la cérémonie, lors de la petite réception, elle s'est approchée de moi et m'a fait un câlin si fort qu'elle a failli me fêler une côte. Elle s'est reculée, les yeux remplis d'une gratitude qui était tellement plus profonde que ce simple jour. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et m'a chuchoté les mots que j'avais attendu d'entendre toute ma vie. Merci, a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Merci d'avoir été là. Je l'ai serré fort. Merci d'avoir été là. Et alors que je me tenais là, à l'extérieur de cette chapelle, avec le bruit des rires et de la fête derrière moi, j'ai enfin compris. La douleur, les lettres, les chaises vides, le transfert de 1 euro, tout ça. Ce n'était pas une malédiction, c'était un entraînement. C'était ma vraie semaine de l'enfer. Ça m'avait forgé, ça m'avait préparé pour ça. Parce que parfois, la seule façon de vraiment guérir, c'est de devenir la personne dont vous aviez, vous-même, besoin autrefois. Merci d'avoir écouté mon histoire. Pendant si longtemps, je me suis senti invisible, comme si je menais une guerre que personne d'autre ne pouvait voir. Mais vous avez été là, vous avez écouté. Si vous êtes là, à vous sentir invisible ou à porter ce fardeau, mon espoir est que vous trouviez la force de le poser. Vous méritez de vous reposer. Si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres histoires de guérison et de résilience. Et dans les commentaires, donnez-moi un mot qui décrit votre propre parcours. Je vous vois.